Tiens, d'accord. Merci beaucoup. C'est mon hommage à Larry David. Bonjour tout le monde. Content d'être avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, il y en a qui lisent la presse encore. Vous avez vu qu'on a eu des nouvelles chez Flo hier. Complètement pas liées à ces nouvelles-là, mais aujourd'hui, c'est mon dernier événement en tant qu'employé de Flo. Je quitte l'organisation après 4 ans, jour pour jour. Mon dernier événement aujourd'hui, j'ai des collègues qui sont là dans la salle avec moi. Fait que c'est beaucoup d'émotion pour moi aujourd'hui de venir vous présenter l'excellent travail de l'équipe de design. La suite vous sera communiquée de même qu'à tous les autres bientôt, mais ça va être un peu comme regarder l'album de famille avec vous aujourd'hui. Flo, qu'est-ce que c'est Flo? Flo, c'est une entreprise québécoise. Ça fait 15 ans que Flo existe. Basé à Québec, on a des usines à Shawinigan, on a des usines à Auburn Hills, dans l'État du Michigan. On opère un réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une borne, c'est une borne. 2 bornes, c'est un réseau. Donc, on opère un réseau. C'est la manière la plus simple de voir ça. Donc, on opère un réseau de recharge. Donc, on a nos propres bornes qu'on opère, qu'on aide nos clients. On fournit une application mobile pour que les clients puissent se connecter. On a un centre d'appel, on gère notre réseau et aussi on offre des solutions de recharge. Donc, on offre des solutions de recharge, on offre des chargeurs pour les véhicules électriques, on offre des chargeurs à domicile, des chargeurs publics, des chargeurs de niveau, ce qu'on appelle du niveau 2, du niveau 3, donc de la recharge lente, AC, la recharge rapide, DC. Donc, on est tout ça. Je vais faire un shout-out à mon équipe. Émile, c'est notre joker en chef. J'aurais pas dû lui demander de choisir les photos de l'équipe. Donc, j'ai la grande chance de travailler avec ces gens-là. D'autres aussi ont quitté l'organisation dans les derniers mois. Mais je veux quand même porter à votre attention qu'on a une équipe multidisciplinaire, un peu comme ce que François parlait dans sa présentation. On a des gens de design UX. Émile s'occupe principalement du design système. Oui, on n'est pas nombreux, mais on a un design système. Si vous voulez que je vous en parle, payez-moi une bière après. On a des designers industriels, Stéphanie Didier, qui est basée à Québec. Donc, on travaille sur toutes les dimensions du produit. On a Lisa, Catherine, Gemma, et puis Louis-Philippe. Donc, on a des designers UX, on a des designers industriels, on a des gens qui font des design système, on a des gens qui font de la recherche aussi. On est une petite équipe, mais on est une équipe pluridisciplinaire en design. La mission de Flo, c'est lutter contre les changements climatiques par l'adoption des véhicules électriques en offrant la meilleure expérience de recharge. Donc, quand on lit ça, on est comme « OK, cool ». Le meilleur bout de ça, pour ceux qui commencent dans la vie, c'est quand la mission dit « offrant la meilleure expérience de recharge », ça, en général, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que l'organisation ne comprend peut-être pas ce que vous faites, mais ils vont vous donner le leeway pour le faire. Donc, dans ce temps-là, c'est plutôt bon signe. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup attiré à l'époque pour me joindre à Flo. On arrive à un moment dans l'adoption électrique. Par applaudissement, parce que je ne vois rien, là, qui connaît Crossing the Chasm de Geoffrey Moore? Ah, pas si pire. Bon, fait que prenez une petite pause mentale pour ceux-là, pour les autres. Crossing the Chasm, en gros, c'est quoi? Vous reconnaissez, là, tout le monde connaît cette courbe d'adoption-là. On a les gens qui sont très enthousiastes à la technologie, qu'on appelle les innovateurs. On a les visionnaires, les pragmatiques, les conservateurs, les sceptiques. J'imagine que vous vous disposez à peu près là-dedans, tout le monde. D'habitude, la gang de design, on est pas mal en avant. Les innovateurs, ils vont prendre n'importe quoi. Fait que les innovateurs, là, c'est ceux en véhicule électrique qui avaient acheté une Nissan Leaf avec 40 km d'autonomie, là. Ceux-là, là, vous avez tous un beau-frère comme ça, là. C'est eux qui essayent n'importe quoi. Puis eux, ils vont être prêts à vivre avec toutes sortes de solutions. C'est pas grave, parce qu'ils sont les premiers. Beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de comptables, beaucoup d'hommes blancs de 35 à 44 ans. Vous connaissez, hein? J'aimerais rappeler que Pierre Majoric est un diplômé de l'École polytechnique. Comme bien d'autres.
Les early adopters, c'est les gens qui arrivent par la suite. D'habitude, quand on pense aux véhicules électriques, en général, ces gens-là, ça va être ceux qui ont l'effet un peu du voisin gonflable. Donc, c'est ceux qui auront acheté une Tesla après. Ceux-là vont être moyennement capables de dealer avec la complexité, mais c'est à la mode. Fait qu'ils vont en avoir une. Puis là arrive le gouffre. Le gouffre, en gros, c'est comment on va... je vais utiliser un anglicisme. C'est comment on va productiser cette solution-là. Ça veut dire que les gens comme mes parents, comme d'autres autour de vous, ne seront pas prêts à dealer avec toute la complexité qui vient avec la recharge d'une voiture électrique. Eux, ils vont vouloir avoir quelque chose qui marche. Puis là, je vous annonce tout de suite que où est le marché de la recharge électrique aujourd'hui? Il est là. Donc là, on arrive à un moment charnière. Il faut qu'on soit capable, comme industrie, puis Flo aussi, d'offrir des solutions qui sont matures, qui fonctionnent pour tout le monde, pour être capable d'avoir cette adoption-là. L'adoption est liée à ces trois éléments-là. Quand on demande aux gens pourquoi ils n'achètent pas de voiture électrique, bien, on se fait parler du coût d'achat de la maintenance. C'est normal, ça coûte cher, une auto électrique. 52 % dans le Consumer Report nous dit ça. L'anxiété par rapport à l'autonomie. Est-ce que je vais me rendre à mon fameux voyage à Gaspé que je n'ai jamais fait, alors que je vais au Costco une fois par semaine? Mais c'est important d'être capable de se rendre à Gaspé. On ne sait jamais quand on va aller à Gaspé. 55 % des gens ont peur de ne pas se rendre à Gaspé. Le troisième, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, c'est lié à l'anxiété de la recharge. C'est là où on va s'amuser comme équipe de design. L'anxiété de la recharge, ça, c'est intéressant. Quand on pense à l'anxiété, on dit que redécouvrir, dans le fond, quand on parle de recharger une voiture électrique, on redécouvre comment alimenter un véhicule. Redécouvrir apporte une dose d'anxiété qui dépend entre autres de l'attitude de l'utilisateur, de la criticité de la tâche à accomplir, de la performance de l'outil, de sa prévisibilité et de l'environnement d'utilisation. En clair, tous vous autres dans la salle, vous travaillez sur des projets qui génèrent de l'anxiété. Toute la gang, moi aussi. Mais ça dépend d'un paquet d'affaires. Ça dépend c'est qui vos utilisateurs. Ma mère allait se charger, c'est pas mal plus stressant que Pierre Majoric avec son auto électrique. Pierre Majoric, c'est un guerrier, il l'a déjà fait. Ma mère est stressée, elle. Après ça, la prévisibilité. L'expérience va-tu toujours être la même à tous les chargeurs qu'on a? Ben non, c'est pas toujours la même chose. C'est stressant. Après ça, la criticité de la tâche. Quand tu n'as plus d'électrons dans ton véhicule, puis tu es pris, puis tu as tes 3 enfants derrière, elle est pas mal critique, la tâche de se charger rendue là. Ensuite de ça, l'environnement d'utilisation. Si je suis pris en arrière du Ultramar à Sainte-Julienne, puis il fait noir, c'est pas mal moins le fun à utiliser que si je ne suis pas trop loin de la maison. Donc, toutes ces choses-là font en sorte que l'anxiété, même dans un bon contexte, il y en a toujours. L'anxiété par rapport à la recharge, elle est multifacteur. J'ai des anciens collègues du temps où je travaillais chez Vidéotron qui étaient là, puis ça me rappelait beaucoup, la recharge me rappelle beaucoup les débuts de l'Internet. Oui, j'étais là. Quand on pensait dans le temps, là, on expliquait aux gens, là, hey, vous allez pouvoir vous télécharger une chanson. Là, les gens nous appelaient. Puis ils disaient, ouais, mais là, j'ai combien de go? Là, ils disaient, combien de go? Qu'est-ce que vous voulez dire un go? Il dit, bien, dans mon compte, j'ai dit, j'ai 5 go. Il dit, ah, OK, 5 gigaoctets. Mais on vit la même chose avec les kilowatts. Quand on vend une auto, puis on dit, hey, notre borne, il y a une recharge on peut aller jusqu'à 160 kilowatts. Là, il faut expliquer aux gens, 160 kW, c'est la vitesse nominale. Le câble fait diminuer la vitesse. Le véhicule fait diminuer la vitesse. L'état de la batterie fait diminuer la vitesse. La chaleur fait diminuer la vitesse. Essaie d'expliquer ça à quelqu'un qui n'est pas technique, comme Pierre Majoric. C'est compliqué. Donc, les gens sont tout perdus. Les gens, ils se demandent, est-ce qu'il va y avoir un chargeur sur mon chemin? Est-ce que ça va être fonctionnel? Est-ce qu'il va marcher? 50 % des chargeurs de vitesse rapide ne marchaient pas l'année passée aux États-Unis. 50 % Ils ne marchaient pas. Une autre chose qui est stressante, est-ce qu'ils vont être disponibles? Je vais-tu arriver puis ils vont être tous pris ou ils vont en rester? Ça veut dire quoi, ça, ces symboles-là? Ça, c'est le symbole d'un chargeur J1772. C'est quoi un chargeur J1772? Payez-moi une bière après, je vais vous l'expliquer. Mais toutes ces choses-là ajoutent à l'anxiété. Les gens, un pattern qu'ils connaissaient, mettre de l'essence dans l'auto, tout le paradigme a changé. Donc, l'anxiété est dans le tapis. Donc, le design peut contribuer à venir
arranger ça. Autre chose, quand on est arrivé chez Flow, ça, c'était nos chargeurs. On va voir un peu plus tard comment on est arrivé à des chargeurs qui ressemblent plus à ça. Donc, l'idée, notre mission chez Flow, c'était d'amener un langage de design, par le design, d'avoir un produit qui était beaucoup plus rassurant. Il va y avoir des complexités aussi, mais au moins d'être capable d'amener quelque chose qui était plus invitant. Pas nécessairement pour ce qu'on appelle les Electric Cowboys qui avaient des Leafs avec 40 km, mais que tout le monde va pouvoir utiliser. On a changé les produits, on a changé aussi le site de recharge. Fait que ça, à gauche, c'est un vrai site, c'est le site de Sainte-Julienne dont je parlais tantôt. Celui-là, il est en arrière du couche-tard, il fait noir, c'est pas super invitant. On a ajouté beaucoup de lumière, on veut avoir des sites qui vont être plus intéressants, où monsieur, madame, tout le monde ne vont pas être stressés, où on va essayer de diminuer l'anxiété par rapport à l'utilisation. On va voir un peu plus tard comment il est arrivé. Donc, la mitigation de l'anxiété de la recharge, comment on s'y est pris, l'équipe de design, c'est qu'on a beaucoup investi en recherche utilisateur. Vous avez vu, on n'est pas une grosse équipe, Flow, ce n'est pas une grosse boîte, mais depuis à peu près le jour 1, on a des gens qui sont dédiés à la recherche chez Flow. On a aussi une approche intégrée du design d'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? Charger une auto, il y a beaucoup de points de contact, puis il y a des points de contact que Flow ne gère pas. Il y a la voiture, il y a le téléphone mobile, il y a l'infotainment dans l'auto, il y a la borne, il y a le site. Donc, comment on est capable de faire une réflexion holistique par rapport à tout ça pour venir définir cette expérience de recharge-là? Puis en dernier, puis non le moindre, comment on fait pour prioriser l'usage avant la technologie? Les Electric Cowboys, dont je vous parle depuis le début, eux, ils vont dealer avec la complexité. Pas les gens, pas monsieur, madame, tout le monde. Ils ne dealeront pas avec ça. Comment nous, on fait pour ramener l'humain dans cette expérience-là, pour venir contribuer à la mission de Flow, qui est de diminuer, d'aider à combattre les changements climatiques avec une bonne expérience de recharge. Premièrement, en investissement dans la recherche utilisateur, un exemple, on a un panel aujourd'hui, puis il y a Gemma qui gère le panel qui est avec nous aujourd'hui, où il paierait une bière après elle aussi, après en plus du vin blanc. Donc, on a un panel d'utilisateurs, on a au-dessus de 1000 gens dans notre panel. Ces gens-là, c'est des gens au Canada, aux États-Unis, c'est des gens qui sont des conducteurs électriques ou ce n'est pas des conducteurs, peu importe, mais on a ce panel-là qu'on met à pied d'œuvre dans beaucoup de choses qu'on fait. On teste, on teste, on teste, puis quand on a fini de tester, on reteste encore. Ce n'est pas parce qu'on fait du hardware qu'on ne teste pas. Souvent, quand on est en UX, on se dit « Ah, c'est une ligne de code, il n'y a rien là, je change ça, je le teste, ce n'est pas un problème. » C'était long à faire comprendre, mais on y est arrivé. On teste énormément en design industriel aussi. Donc là, vous voyez des gens qui sont dans notre panel d'utilisateurs. Ici, on les voit en train de tester comment on remet le connecteur dans la borne. Ça a l'air niaiseux. Gros problème, parce que s'il ne connecte pas bien, il tombe à terre, il tombe dans le slotch. Puis là, les techs ne sont pas contents. Qui appelle? Il ne m'appelle plus moi, mais il m'appelait. Ils vont appeler quelqu'un d'autre. Donc, on teste non-stop. On fait aussi, on fait des tests qu'on appelle des tests intégrés. Ce que ça veut dire, c'est que ces tests-là, on fait venir des gens à notre bureau de Québec, puis on vient tester différentes facettes de la recharge. Donc, cette personne-là, elle a une Ioniq 6. On a des testeurs qui ont toutes sortes de véhicules, des gens qui ont toutes sortes d'aptitudes aussi à se recharger. Ils viennent essayer le matériel. C'est quelque chose qu'on fait à peu près aux 6 semaines. Donc, on teste en continu pour continuer de comprendre de plus en plus le comportement de nos utilisateurs. L'autre chose, c'est que dans l'approche intégrée du design, on comprend qu'il y a un contexte dans lequel on travaille. Ce contexte-là, des fois, c'est dans un contexte urbain. Donc, on prototype à échelle 1-1. OK, là, je vais sortir du texte 2 secondes. Mes collègues les plus jeunes, sortez de derrière votre ordinateur, faites des prototypes échelle 1-1 en foam core, ça marche. Mes amis designers industriels, souvent, ils faisaient tourner le modèle, il est super beau, là. Puis là, c'était comme, ça va marcher. Non, 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 fais-les en 3D. On se chicane un peu, ils finissent par le faire, puis là, on s'aperçoit que ça marche ou ça ne marche pas. Donc, le prototype, il faut absolument en avoir, on en fait beaucoup. On les met sur la rue, on essaie d'avoir les impressions de nos utilisateurs dans le contexte. C'est hyper important pour ce qu'on fait.
Après ça, on priorise aussi l'usage avant la technologie. On teste beaucoup avec toutes sortes de personnes. Donc, il y a du son. Donc, ça, c'est des tests qu'on fait avec une compagnie qui s'appelle Altergo. Donc, on fait des tests pour l'accessibilité. Notre mission, c'est de démocratiser la recharge électrique. Donc, vous voyez, le câble descend tout seul. Ça, c'est un des gros features de notre nouvelle borne de recharge. Il y a une assistance motorisée au câble. Ceux qui ont chargé avec un câble qui n'est pas motorisé, c'est l'enfer à utiliser, c'est lourd. Les gens avec une mobilité réduite sont vraiment impactés par ça, puis ça diminue le taux de pénétration du véhicule auprès de cette clientèle-là. Cliente heureuse, elle sourit. Donc, pour nous, c'est essentiel de tester avec tout type de clientèle. C'est de ça quand on parle de tester l'usage avant la technologie pour une compagnie qui est très engineering-driven comme Flow. Des fois, c'est difficile de dire on va travailler sur quelque chose qui n'est pas lié à de la performance technologique du produit. Dans ce cas-ci, de travailler sur le câble, ça a été compliqué de dire OK, on y va, mais il y a des moments comme celui-là où on fait ah, OK, on a fait le bon bout. OK. Regardez bien le monsieur, là. On est en place? Oui. Ça, c'est mignon, ça. Pas d'effort à faire. Ça, c'est pas ma paye, mais c'est pas mal proche. Quand on a des clients qui réagissent comme ça, qui regardent en plus vers le ciel, si j'avais arrêté, c'est comme s'il y avait ils regardaient le divin. Quand on a ce genre de réaction-là, on comprend qu'on a fait la bonne chose. Donc, c'est dans ces moments-là où on dit non, Flow ne sera pas une entreprise où on va fronter la technologie, c'est une entreprise où on va fronter l'expérience d'utilisation. C'est dans ce temps-là que ça prend tout son sens avec des tests, avec ce genre de témoignages-là. Si vous voulez être des avocats de l'expérience du design centré utilisateur dans l'entreprise, appuyez-vous sur ce genre de test-là. Moi, ça fait des merveilles pour ce que j'ai à faire. Ensuite de ça, quand on parle de prioriser l'usage avant la technologie, on considère l'expérience totale. Donc, chez Flow, pour la borne que vous avez vue, on a engagé un designer de son. On a engagé un sound designer pour donner l'identité auditive à nos produits, pour être capable de conférer qu'est-ce qui se passe avec nos produits. Donc, ça, c'est notre bruit, notre son plutôt. Je me suis fait dire de ne pas dire bruit, mais je l'ai dit. Quand la session démarre, quand la session est arrêtée, quand la session complète est terminée, donc quand la session est expirée. Ça a l'air niaiseux, là. On a fait beaucoup de travail là-dessus. Ça va devenir l'identité sonore de notre produit de recharge. Ça prend quelque chose qui confère ce message-là. Donc, on a fait un paquet de tentatives pour être capable de bien saisir ce qu'on voulait faire. Ce travail-là fait partie de notre réflexion holistique du produit. Donc, le produit n'est pas que physique, n'est pas que visuel, il est aussi auditif. Ça fait partie du travail qu'on fait chez Flow. L'impact du design, parce que tout ça, ce qui est cool, c'est que ça a un impact sur le produit, mais ça a un impact sur l'organisation aussi. Donc, un des premiers impacts qu'on a vu, c'est la prépondérance de la recherche à l'échelle de l'organisation. C'est fascinant de voir des gens qui font des ventes, venez me voir ou venez voir mon successeur pour dire, on pourrait-tu faire une recherche pour telle chose? Avant toute chose, de commencer avec la recherche. On sait qu'on a fait un bon travail, je vais me donner une petite tape sur l'épaule, on sait qu'on a fait un bon travail quand la recherche est la première chose par laquelle on veut passer en développement de produits. Donc, chez Flow, aujourd'hui, des recherches, on a plus de demandes qui ne viennent pas de l'équipe de recherche, qui viennent pas de l'équipe de design, qui viennent de l'équipe de design. Puis ça, pour moi, ça veut dire qu'on a fait un bon travail d'être capable d'expliquer clairement, de vulgariser l'information par rapport à la recherche et les bénéfices de la recherche. Ensuite de ça, on a une augmentation de la qualité globale de l'expérience. Donc, l'expérience chez Flow, notre NPS, suite à le lancement de cette nouvelle borne-là, on a augmenté d'à peu près 10 points d'NPS. Donc, on a des clients qui sont satisfaits, puis on est capable de démontrer que les décisions qu'on a faites ont mené à ça. Finalement, puis ça, je suis très fier de ça, l'influence du design est sur la stratégie produit et l'exécution. Donc, quand on est arrivé chez Flow, on est engagé pour faire l'exécution, bien entendu, mais aujourd'hui, à force de faire la recherche, à force d'être impliqué en amont, l'équipe de design est influente aussi sur les grandes directions qu'on prend
sur la stratégie et son exécution. Ça veut dire qu'on participe à la planification stratégique. Ça veut dire qu'on est un moteur d'innovation. Des projets qui vont voir le jour dans les prochains mois, qui vont sortir, l'équipe de design aura été là au début pour donner le là par rapport à ces projets-là. La suite pour moi, bien, payez-moi une bière, je vais vous le dire après. La suite pour Flow, bien, dans le fond, c'est de poursuivre sur cette lancée-là. Continuer à mettre l'humain au centre de ce qu'on fait, si on est en technologie ou pas en technologie, qu'on soit en IoT ou pas, c'est la clé, surtout dans notre domaine. D'autres joueurs seront moins chers, d'autres joueurs seront plus financés, mais l'expérience d'utilisation, c'est ce qui fait que Flow a le succès qu'elle a aujourd'hui. Malgré les annonces qu'on a vues, le succès est quand même au rendez-vous. Donc, le message à retenir, c'est si vous pouvez influencer l'apport de la recherche puis du design dans les entreprises que vous faites, c'est payant. Si vous voulez que j'aille parler à certaines de vos organisations, payez-moi une bière après, puis on vous organise ça. Ouais, je vais peut-être être chaud un peu, mais je vais prendre des demi-bières ou des bières sans alcool. Ça fait beaucoup de bières. Bien, Éric, il va en prendre avec moi, fait que ça va bien aller. Fait que voilà, c'est la fin pour moi. Donc, merci beaucoup. Un grand merci, Vincent, pour cette présentation. Ça fait plaisir. Et félicitations pour la suite. Merci. En tout cas, bonne continuation. Merci. Est-ce qu'on a des questions pour Vincent? Vincent a bien respecté son temps, qu'il a le droit à des questions. Est-ce qu'on a des questions à ce niveau-là? J'essaie d'ouvrir. Ici, on aura une question. Oui, le micro. Il y a toujours un coût associé à un nouveau design. Comment vous avez concilié les enjeux? Bon, les nouvelles bornes sont très belles, elles ont de l'air beaucoup plus chères. Donc, comment vous conciliez le coût du produit et son avantage, sa proposition de valeur par rapport à la compétition dans des nouveaux designs? Parce que, bon, je comprends la usability, mais il y a un facteur coût. Comment vous intégrez ça dans votre travail? OK. Pour répondre simplement, c'est une question qui est large, mais pour répondre simplement, deux choses. La première, c'est un geste de l'organisation complète d'investir dans le design comme ça. C'est pas juste moi qui va tirer sa manche de finance puis de la production, me dire hey, il faudrait que son produit soit utilisable. C'est quelque chose qu'on a décidé en tant qu'organisation que ça allait être un facteur de différenciation dans l'industrie. Donc, on ne vise pas les mêmes marchés que ceux qui sont les moins chers. Flow n'est pas là en ce moment. On vise un marché qui est plus high-end. Donc, moi, j'ai un contexte dans lequel je suis capable de faire ce travail-là. L'autre chose, c'est que dans le design industriel, c'était un effort constant avec les gens de UX aussi, à réfléchir à comment on va arriver à produire avec un coût de revient. Donc, quand on ne commence pas avec une carte blanche. On commence avec un coût de revient déjà au départ, avec un coût de vente à peu près, puis on travaille avec ça. Donc, le plus important aussi, c'est l'équipe de design ne travaille pas dans sa tour d'ivoire, tout seul, isolé. On est dans tous les jours avec les équipes de développement, puis on s'assure que la vision initiale, parce qu'on est souvent le premier wagon de la chaîne, on s'assure de rester présent pour être capable d'accompagner le développement. Ça ne veut pas dire que notre vision va être intègre, elle est rarement intègre, mais le but c'est de s'organiser pour que le core de ce qu'on a fait, il soit jusqu'à la fin. Donc, pour répondre à votre question, il y a un buy-in de l'organisation par rapport à son positionnement, puis il y a un travail main dans la main avec les équipes de réalisation. Merci beaucoup. Une dernière question? Ici, un certain Pierre Majoric. Bon. J'ai une Subaru à essence, tu sais. Ah, comment? Tout tombe. Il n'y a plus rien qui marche. Vincent, tu es rendu un pédagogue aussi. Imaginez avoir la chance d'avoir comme professeur dans le cours de dernière année au bac en gestion. On a Vincent et Romain Pourchon là, qui ont animé. Je savais pas que c'était la portion vente de ma présentation. La portion vente. Mais j'aimerais ça que... Qu'est-ce que ça t'a apporté comme expérience de passer du côté de la pédagogie? Ah, mon Dieu, ça m'a amené des soirées d'ouvrage que je n'avais pas prévues. Mais non, blague à part, de donner un peu dans la pédagogie, étonnamment, là, faire ça, moi, c'est pas trop un problème. Faire ma job, c'est pas trop un problème. Enseigner devant 18 personnes ou 30 personnes, ça, c'est pas mal plus compliqué.
Fait que ça a été beaucoup d'adapter le discours. Le discours que j'ai avec vous aujourd'hui, c'est pas le même discours que j'ai avec des étudiants qui sont aux 3e année de bac en TI. Donc, il faut être capable de ramener à l'essentiel. Il faut être humble aussi, dans le sens où ces gens-là ne feront pas tous des carrières en design. Donc, moi, l'objectif premier que j'ai avec ce groupe-là, c'est de leur dire comment vous allez pouvoir interagir avec des métiers du design. Donc, le plus important pour moi, c'est de dire, bien, il y a toujours du monde qui vont utiliser vos affaires, que vous soyez analyste d'affaires, gestionnaire de projet, gestionnaire de produits ou designer. Donc, parler à un client, là, pas juste les designers qui savent faire ça. D'ailleurs, il y a des designers qui ne savent pas faire ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais oui, c'est ça, ça a été de ramener ça à l'essentiel, de dire, OK, tout le monde peut parler à un utilisateur. Tout le monde a des idées, comment on arrive à les harnacher, puis comment on arrive à faire quelque chose avec ça, puis comment on s'assure de créer de la valeur. Ça, pour moi, c'est le plus important. Je voulais te remercier. Je veux aussi remercier Patricia, mais aussi on a eu ce matin Christelle et Dominico qui ont joint notre équipe de pédagogues à HEC. Puis merci beaucoup. Puis vous avez vu sur scène aujourd'hui, mais vraiment, merci d'avoir contribué à la formation de nos talentueux étudiants. On est payé des millions en plus pour faire. On paye cher à HEC. Merci Vincent. Merci beaucoup. Merci.